Precision for Women est un podcast dédié à la médecine de précision et à la santé des femmes. Vous y retrouverez régulièrement des témoignages et des interviews des femmes et des hommes qui constituent l'actualité de ces deux disciplines. Je suis Norbert Nabé, votre hôte. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Yannick Marie, ingénieur en biologie moléculaire depuis 20 ans à l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais également chez Ziwig. Bonjour Yannick. Bonjour Norbert. Peut-être quelques mots de présentation personnelle pour commencer ce podcast. Je suis Yannick Marie, je suis dans le monde de la biologie depuis tout petit. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis à la Salpêtrière. Je suis ingénieur en génie biologique, donc plus particulièrement en biologie moléculaire. Durant ces 20 années à la Salpêtrière, j'ai fait d'abord de la tumeur cérébrale et puis est arrivé en 2010 à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, le premier institut de neurosciences de France maintenant, où j'ai rejoint l'aventure de l'ouverture de la plateforme de biologie moléculaire de l'Institut, donc plus particulièrement de séquençage. Et donc, j'ai pu maintenant, depuis 15 années, prendre la charge et la responsabilité de cette plateforme de séquençage. Donc, Ziwig est arrivé en 2018-2019 pour effectivement faire du séquençage. Et c'est là que j'ai pris connaissance d'une part de ces maladies féminines. Et donc j'ai tout d'abord commencé à faire du séquençage pour Ziwig en tant que prestataire, puisque c'est mon métier à l'ICM, de délivrer du séquençage très haut débit pour les scientifiques ou structures qui en ont besoin. Et rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait absolument prendre part à cette aventure Ziwig parce que c'était quelque chose qui allait bouleverser le monde du diagnostic dans les années à venir. Et ce qui a été le cas, puisque en l'espace de 5 ans, on est arrivé à mettre en place et à délivrer et à fournir un test diagnostique pour l'endométriose, grâce notamment à mon activité qui est le séquençage, mais aussi à tout l'environnement Ziwig. Le laboratoire de Ziwig Recherche, dont je suis responsable, est incubé à l'ICM. Donc on fait les mêmes métiers, on échange énormément. Ziwig a une forte connaissance de la technologie, de l'automatisation, du processing, de beaucoup d'échantillons. Et puis, de l'autre côté, l'ICM a évidemment une force de frappe sur ce qui est de la connaissance des maladies neurodégénératives et qui touchent au système nerveux central et périphérique. Donc, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant qui, à la fin, va bénéficier soit aux médecins, soit aux patients, soit de façon générale à la société. C'est un peu la réussite du modèle IHU en réalité, parce que ça sert à ça typiquement. Les IHU et l'ICM initialement est un institut hospitalier universitaire. C'est vraiment le bâtiment. Enfin, moi, j'ai fait quelques instituts avant d'arriver à l'ICM. En étant à la Salpêtrière, je travaillais un peu à l'Institut Curie, j'ai travaillé à l'IGR avec Pasteur, etc. Et là, on est sur un navire à l'ICM qui est assez unique en France, voire au monde, parce qu'il y en a pas énormément. Où en même lieu, on a des patients, on a des chercheurs, on a des cliniciens, on a des sociétés qui sont incubées, on a une structure et des process supports qui sont là pour nous. Et ça fait vraiment un bateau qui Différence. permet d'avancer plus vite. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut revenir de quelques mots sur la biologie moléculaire? Parce que tu dis que ça fait 20 années au moins que tu travailles là-dessus. J'imagine qu'en 20 ans, c'est le genre de discipline qui s'est transformée. Qu'est-ce C'est que... complètement dingue, c'est complètement dingue. Pour te situer un peu l'histoire, le truc, c'est que moi, quand je commence mes études en recherche, je fais du lipide complexe, j'ai envie de faire de la recherche, évidemment, je fais de l'immunologie. Et puis en 98, je découvre la neuro-oncologie. Et la neuro-oncologie, à l'époque, c'est surtout du diagnostic qui est fait sur des lames après opération où on va poser le diagnostic d'une tumeur. Et puis on commence à faire de la biologie moléculaire sur ces tumeurs. Alors qu'est-ce que c'est que la biologie moléculaire? La biologie moléculaire, c'est comprendre, caractériser le génome et puis les produits dérivés du génome. Alors, la chose est assez simple, en fait, c'est à la fois compliqué mais très simple. C'est un peu comme un bouquin, tout ça. Quand on parle ou quand on écrit, on a les lettres qui deviennent des mots, qui deviennent des phrases et qui font à la fin un livre. Et puis avec tout ça, on a une belle histoire à raconter. La biologie moléculaire, c'est un peu ça, parce que le génome, c'est composé de 4 bases, A, T, G, C, qui sont ordonnées de façon particulière. Et suivant comment elles sont ordonnées, elles vont donner des ARN, qui vont être des mots, et puis ces mots, les uns derrière les autres, vont donner des protéines, qui vont être des phrases, et puis à la fin, avec des protéines, on fait
on fait des cellules et l'ensemble de ces cellules, avec des fonctions différentes, vont donner un organisme. Donc, on est un peu à la base de la naissance d'un organisme. Et donc, moi, ce qu'on essaye de faire en biologie moléculaire, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de ces génomes, au niveau de ces ARN, pour voir dans quelle mesure ils sont dérégulés sur deux fonctions majeures, qui sont soit la qualité. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, une lettre A, eh ben, on va avoir une lettre C. Donc, il y a un truc déconnant qui fait que, ben, voilà, on a ce qu'on appelle une mutation, un variant. Et puis, en termes de quantité, eh ben, au lieu d'avoir une copie d'un gène dans une cellule, eh ben, on se retrouve à en avoir 10, 20, 30, 50, 100. Et l'exemple le plus criant et le plus facile à comprendre, c'est l'exemple du cancer. Dans le cancer, il suffit d'une mutation, donc une base qui change sur les 3,5 milliards de bases d'un génome humain contenu dans une cellule. Il suffit d'une base qui change pour que la cellule devienne complètement anarchique en termes de division cellulaire. Il y a deux fonctions dans le cancer. Soit peut y avoir une mutation, soit sinon peut y avoir des surexpressions ou des non-expressions de gènes qui amènent là aussi au développement d'un cancer. Donc, ce qu'on fait en biologie moléculaire, en séquençage tout au moins, c'est ça, c'est comprendre et caractériser les génomes. Et pourquoi je dis qu'il y a un bouleversement? Alors, on va parler un peu chiffres pour qu'on comprenne un peu les choses. Moi, quand j'ai commencé à l'ICM, du séquençage très haut débit, j'en avais jamais fait. Et pour séquencer On est un en quelle génome, année là, quand ça commence, quand ça arrive ça? alors ça commence avant que j'arrive à l'ICM, mais on va dire que ça explose un peu dans ces eaux-là. On est en 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 15 ans. Euh, Mais qu'on comprenne, tu vois, au début, les 10 premières années avant qu'on fasse du haut débit, comment ça se passait le séquençage? Parce que alors, c'était cher, c'était long, c'était c'était pas cher, c'était accessible. long, c'était moins automatisé, c'était des galères. On coulait des grands gels de polyacrylamide. Alors, polyacrylamide, c'est un mot barbare. Euh, si tu fais de la cuisine, en fait, tu prends de l'agar-agar, quel truc qu'on fait fondre là pour les gâteaux. Enfin, moi, je suis pas très cuisinier. C'est un peu la même chose. Donc, on le fait fondre et puis on le solidifie. Et ensuite, on faisait migrer nos fragments d'ADN là-dedans. Ça prenait des plombes, ça marchait pas tout le temps, fallait recommencer souvent. Enfin, c'était une manip, c'était une journée pour avoir une centaine de bases, allez, un millier de bases, donc une millier de lettres, A, T, Ouais. G, C, milliers de lettres déchiffrées, et puis arriver le séquençage au débit où grâce à des nouvelles chimies, grâce à l'innovation, grâce à l'augmentation de la puissance informatique, on a pu séquencer en masse, donc séquencer en même temps beaucoup de bases de beaucoup de génomes. Et donc, moi, quand je suis arrivé à l'ICM en 2010, j'en avais jamais fait d'une part. Donc, c'était un challenge qui était assez dingue parce que c'est quand même des nouvelles technologies, même si j'avais fait déjà de la biologie moléculaire. Et à l'époque, ben, génome humain, 3,5 milliards de bases. Hein, donc, pour le séquencer, il fallait avoir une structure qui déjà pesait quelques millions d'euros en termes d'équipement. Ça prenait quelques mois. Et le génome humain, il coûtait 10 000 euros, quelque chose comme ça, hein, souvent, suivant ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire. Actuellement, ici à l'ICM ou au laboratoire de diagnostic de Ziwig à Tercy-les-Bains. Avec les machines qu'on a, des génomes, on en fait 120 en 48 heures. Ça coûte à peu près 350 euros. Et pour faire ça, bah, il suffit d'avoir une personne et d'avoir une machine qui quand même est conséquente, hein, qui coûte 1,4 million d'euros. Donc c'est des machines conséquentes, mais on a un gap qui est gigantesque. En l'espace de 15 ans, Ça, c'est uniquement le séquençage, parce que il ouais, faudrait que tu nous expliques aussi ce qui se passe avant, parce que, enfin, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, parce que c'est important à un moment qu'on comprenne l'intégralité de la chaîne. Si on prend l'exemple du tube d'endotest, par exemple, tu as un prélèvement salivaire, qu'est-ce qui se passe entre le moment où la patiente referme le tube et le moment où le fichier, parce que c'est ça, in fine, hein, c'est un fichier digital qui sort du séquenceur et qui va pouvoir être analysé par les algorithmes. en termes de séquençage, la technologie laboratoire, elle n'est pas si différente que ce qu'on a connu il y a 10, 15 ans. Bon, il y a eu Hmm. évidemment des améliorations, on ne fait pas les choses tout à fait pareil, mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est les capacités informatiques. Ça a explosé complètement. Et puis les capacités aussi d'acquisition d'images, puisque en fait, les séquenceurs actuellement euh, au niveau mondial, euh, alors oui, il y a de la chimie, mais ce sont des grosses caméras. Donc, ce sont des machines qui prennent des photos et des images à très haute définition avec une résolution très forte. Le principe, il est toujours le même en biologie moléculaire, c'est d'arriver à extraire les acides nucléiques. Alors, les acides nucléiques, c'est le génome, que ce soit le génome ou les ARN. Donc ça, la base, elle est toujours la même. Donc, si on prend l'exemple du tube salivaire en deux tests, dans cette salive, on a des cellules, on a du mucus, on a des ARN libres, on a des ADN libres, on a plein de choses. Ce qu'on va faire, c'est que on va, alors je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails, mais on va liser, fluidifier tout ça.
et récupérer de ça les acides nucléiques qu'on va isoler. Une fois qu'ils vont être isolés, ces acides nucléiques, il va y avoir un temps de préparation. Ce temps de préparation, c'est de rajouter sur les séquences de ces acides nucléiques d'autres séquences. Alors, c'est toujours des ATGC, les petites bases là, du génome, sauf que celles-là, on les connaît. Donc, on les rajoute sur tous ces fragments. Donc, je parle là dans un tube salivaire, je parle de quelques milliards de fragments, hein. C'est énorme. Et donc, une fois qu'on a rajouté ces fragments, on va pouvoir les séquencer. Le séquençage, c'est toujours la même techno. Une fois que ces fragments ils sont préparés, purifiés à partir d'un tube salivaire, on va pouvoir faire l'étape finale qui est le séquençage. Donc ça, en fait, c'est déposer ces fragments sur un support solide et séquencer ces fragments. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 bases quand on fait du séquençage. La technologie est toujours la même, hein. On va marquer, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour être caricatural, on marque ces 4 bases avec 4 couleurs différentes. Ces 4 bases, en fait, elles vont toujours 2 par 2. Le A va avec le T et le C va avec le G. Donc sur un fragment natif qui est accroché à un support solide, il suffit de mettre en face de chaque base une base complémentaire ou non complémentaire. Si jamais elle est complémentaire, elle va se fixer et la couleur associée à cette base va s'allumer. Si elle n'est pas complémentaire, elle est jetée et on passe à la base suivante. Et là, comme ça, de suite en suite et de cycle en cycle, on va pouvoir connaître la séquence du fragment. Si on fait ça sur des millions et des millions de fragments, et à la fin, on a l'entièreté des bases et des fragments qui sont dans l'échantillon initial. Et en Et fait, le comment tu fais la séquenceur, différence entre l'ADN, l'ARN, tous ces trucs là qui sont dans la salive, par exemple? Parce qu'au au moment où tu fais cet appariement, tu es sûr que tu n'as que de l'ARN, par exemple, pour non, ce qui pas du tout. concerne Non, Endotest? non, D'accord. non, non. On a des systèmes qui sont avant le séquençage en termes de préparation qui permettent de nettoyer. Donc, on a des enzymes qui sont très connues en biologie, qui s'appellent des DNases, leur nom est parlant, ou des RNases. Donc, les DNases mangent l'ADN, les RNases mangent l'ARN, qu'on peut utiliser pour nettoyer, mais c'est jamais du 100%. Donc, on sait toujours qu'on a de l'ADN, on a de l'ARN, on a tout ce qu'il faut. Donc, le séquenceur, une fois qu'il a fait toutes ces images, puisque c'est des images qu'il prend le séquenceur, donc ces images, on va les transformer en fichiers numériques digital qui vont à l'intérieur avoir les séquences A, T, G, C, T, G, etc. Donc l'ensemble des fragments qu'on avait au départ dans le tube salivaire. Ce qui va faire la différence ensuite de savoir si c'est de l'ADN, si c'est de l'ARN, si c'est de l'humain, si c'est du bactérien, si c'est du viral, si c'est, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc là, c'est après le séquençage. L'idée, c'est qu'on va prendre tous ces fragments et on va les aligner, on va essayer de les aligner sur des séquences qu'on connaît au niveau mondial. Donc, depuis l'arrivée du séquençage au niveau international, quasiment l'entièreté des génomes ont été décryptés, c'est-à-dire qu'on connaît les séquences de l'entièreté des génomes. Enfin, c'est pas l'entièreté, mais une grande majorité. Et pareil pour tout ce qui est ARN, on connaît les séquences. Donc on sait exactement l'enchaînement de chacune des bases qu'on doit obtenir de façon normale et combien on doit en avoir. Donc en prenant les séquences que nous, on va générer en termes de séquençage et en les alignant sur ce qu'on connaît, on va voir où on a des différences. Si jamais on a des différences, et ben dans ces cas-là, on va dire attention, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer normalement. Alors dans le cas des ADN, c'est assez caricatural parce que une cellule, un génome. Le génome, il est toujours en 2 copies puisqu'il est diploïde. Donc, vous avez tous vu déjà cette double hélice d'ADN qu'on voit souvent dans les médias, par exemple. Donc, il est en 2 copies. Donc, l'ADN, c'est facile parce c'est facile. On a une séquence, on match dessus ce qu'on a trouvé et puis on voit s'il y a des variants. L'exemple typique, le Covid, il y a eu du séquençage et on a ensuite trouvé des variants du virus. Et ben, ces variants du virus, c'est la séquence du virus qui change au fil du temps parce qu'il mute. Alors, le Covid, c'est un peu plus facile que l'humain parce que le Covid, ça fait 10 000 paires de bases. L'humain, ça fait 3,5 milliards de paires de bases. Donc, pour l'ADN, c'est assez simple. Pour les ARN, c'est un peu plus compliqué puisque là, on va voir des différences de séquences parce qu'il peut y en avoir. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps sur les ARN, c'est les différences de niveau de quantité de séquences. L'ARN, c'est la conséquence de l'ADN. C'est ce que génère l'ADN. Et la quantité d'ARN produit va conduire directement soit à une quantité de protéines différente, soit sinon à une régulation différente de l'expression des gènes. Et donc ça peut avoir un vrai impact sur soit la maladie, soit la prédisposition à la maladie, soit le prospectif de la maladie. Et donc nous, ce qu'on va mesurer chez Ziwig et sur les ARN, c'est le niveau d'expression des ARN dans la salive.
Alors, pas de tous les ARN, parce que maintenant, on a du recul, et c'est pour ça qu'Endotest est puissant. C'est qu'on a une signature. Ça veut dire quoi, signature? C'est qu'on a un ensemble d'ARN présents dans la salive qui vont, suivant leur niveau d'expression, marquer l'endométriose. C'est-à-dire que si ces ARN sont identiques à la signature endométriosique, il va y avoir des ARN fortement ou faiblement exprimés et qui vont se regrouper tous ensemble toujours dans cette signature endométriosique. À l'inverse, quand il n'y a pas endométriose, eh ben on se retrouve avec pas de signature vue. On a bien ces ARN, ils sont bien présents. Par contre, à des niveaux d'expression qui sont très standards ou pas du tout similaires à ce qu'on a dans l'endométriose. Et c'est pour ça que cet outil est magique, en fait, cet outil Ziwig. Parce qu'on a ici un test qui est assez unique. Un, on est non invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas d'opération, on a juste à cracher dans un tube. Deux, on a un process laboratoire diagnostique qui est de très haut débit. On peut générer énormément de data avec le séquençage au débit. Trois, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet justement de traiter énormément de data. Et ce process-là, en fait, alors oui, l'endométriose, c'est ce par quoi on a commencé. Mais ce process-là, on peut imaginer le mettre quasiment sur toutes les pathologies qu'on a à disposition. Mais si vous prenez ce process-là qui est salive, séquençage, intelligence artificielle, et que vous le mettez sur, je vais dire n'importe quoi, sur l'angine, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies neurodégénératives, bah, vous pouvez le dupliquer. Je ne suis même pas sûr qu'on se rende compte des perspectives possibles qu'un test comme celui-là peut avoir. Et c'est pour ça qu'avec Ziwig, on va continuer et améliorer l'aventure endométriose, mais on est déjà même très avancé, hein, avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour travailler sur la maladie de Charcot. Donc on a déjà plus de 600 patients qui sont collectés pour voir si quelque chose se passe et si on arrive à trouver une signature ou autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut aller chercher. Et puis on travaille aussi sur le cancer de l'ovaire, parce que c'est quand même un impact sociétal important, donc il faut qu'on aide aussi là-dessus. Et le plus dur maintenant, c'est pas tellement la technologie de laboratoire, l'outil on l'a. Le plus dur, c'est de constituer des cohortes de pathologie, d'avoir assez d'événements, assez d'échantillons pour être certain qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, tu l'as dit, l'outil, on l'a, mais l'outil, il a beaucoup évolué, il évolue encore, et il y a une Ouais, partie de cette chaîne qui a été robotisée. C'est un process unique et il se trouve que c'est toi qui l'a construit. Est-ce que tu peux nous ouais, dire comment et pourquoi? Et in ouais. fine, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir un robot là où ailleurs il n'y en a pas en fait, hein. L'automatisation, quand on a des tâches compliquées, alors que ce soit en biologie ou ailleurs d'ailleurs, hein, on comprend bien pourquoi ça a un gain, hein. On va plus vite, on en fait plus, il y a besoin de moins de personnes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, il faut mesurer tout ce qui va avec cette automatisation et voir un petit peu en termes de production où est le gain. Donc pour la petite histoire, à l'ICM, côté ICM, donc en termes de plateforme de séquençage, on n'est pas du tout automatisé. On traite tout à la main parce qu'on peut tout suivre, parce qu'on s'aperçoit que ces machines et ces automates sont très coûteux à l'achat et qu'en fait, il vaut mieux garder de l'humain et c'est plus rentable de garder de l'humain. Chez Ziwig, c'est différent parce que chez Ziwig, on a un process unique, comme je te l'ai dit juste avant. On est sur extraction, préparation des acides nucléiques pour le séquençage et séquençage. Et ça, c'est toujours la même chose. Par contre, au lieu d'avoir quelques centaines d'échantillons à chaque fois qu'on va traiter un projet, chez Ziwig, on est sur 4 chiffres, quoi, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Donc là, évidemment, l'automatisation elle est indispensable. Donc au départ, on a commencé en 2019 où on faisait tout à la main. Et puis derrière, on a commencé à voir. Alors moi, je suis pas roboticien enfin, c'est pas mon métier, hein, donc on s'est appuyé sur des sociétés. Donc on a travaillé avec une société qui s'appelle Revity, qui sait faire ce genre de choses, qui nous a fourni au départ des automates commerciaux. Donc là, c'est vraiment des automates qui sont vendus tels quels pour d'une part faire l'extraction. Donc là, c'est une grosse machine qui va extraire 96 tubes de salive en même temps. Et à la fin de la machine, on se retrouve avec une plaque 96. Et cette plaque 96 contient, chaque puits contient ces acides nucléiques dont je te parlais tout à l'heure, purifiés. Et puis on a acheté une autre machine. Et cette autre machine, elle permet de préparer les acides nucléiques pour ensuite les séquencer. Et on a mis ça en route sur ce que nous, on appelle les cohortes. C'est avant qu'il y ait l'outil diagnostique. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va tester en recherche, mais sur des échantillons cliniques.
Et donc, à un moment, on s'est dit, puisqu'on avait cet outil et que le test diagnostic était en place et qu'on voulait le mettre à disposition, il fallait qu'on monte en échelle. Pour monter en échelle, il y a plusieurs axes. Soit on construit une nouvelle machine qui peut absorber beaucoup plus, soit sinon on parallélise les choses. C'est-à-dire que on fait plein de petites machines, les unes à côté des autres, qui font la même chose que ce que la petite faisait. Chez Zwick, c'est un peu ce modèle-là qu'on a choisi avec Revity. L'idée, c'est que au laboratoire de diagnostic à Tercy-les-Bains, au lieu d'avoir un seul automate d'extraction, il y en a deux. Et au lieu d'avoir une seule machine qui fait la préparation des acides nucléiques avant le séquençage, il y en a quatre. Évidemment, tout ça, on a aussi remis un peu d'automatisation. C'est-à-dire que les plaques, je vous ai dit qu'à la fin, on sortait avec des plaques. À l'ICM, quand on a des plaques avec des échantillons dedans, manuellement, on va mettre la plaque d'une machine à une autre. À Tercy-les-Bains, on a une grosse machine qui est un bras, qui est un robot, qui va aller gripper, attraper une plaque et puis la mettre dans une autre machine. Et puis, une fois qu'elle sera déposée, elle va y mettre les réactifs. Donc, tout ça, c'est automatisé. Et donc, ça veut dire que chez Ziwig Lab, en fait, du tube de salive jusqu'à l'entrée dans le séquenceur, tout est automatisé. Donc, il y a zéro intervention humaine. Et ça veut dire qu'à l'ICM, si on était pleine charge et si j'avais une personne qui ne faisait que ça à l'ICM, je ferais à peu près maximum, 300, peut-être 400 échantillons par semaine. Et on ne s'amuserait pas. À Tercy-les-Bains, le 2000, 3000 échantillons semaine, il est facilement atteignable parce qu'on a ces automates. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Les autres choses qui vont derrière, évidemment, c'est la reproductibilité entre les échantillons. Plus on automatise, moins on a de biais humain et la machine, elle fait ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que quand vous avez 96 cônes qui vont aller prélever 5 microlitres. 5 microlitres, c'est si vous prenez une goutte d'eau et que vous la faites tomber d'une cuillère, c'est à peu près le volume d'une goutte d'eau, donc c'est tout petit. Donc 5 microlitres pour 96 cônes, la machine, elle prendra tout partout pareil. Quand on le fait à la main, effectivement, il peut y avoir des biais qui sont plus importants. Et comme on est dans une technologie de pointe en séquençage de débit, la moindre variation, ou plutôt le cumul de plein de petites variations, font qu'à la fin, il peut y avoir des grands deltas en termes d'analyse. Donc ça, il faut le lisser un maximum. Donc en automatisant, on augmente la reproductibilité. On a déjà, et merci Yannick, un petit overview là de certains éléments. Je pense qu'il faudra qu'on y revienne, sinon on va y passer la journée entière. Mais peut-être que en guise de conclusion, comment est-ce que tu penses que ta discipline va évoluer? Il doit y avoir un aspect exponentiel dans la transformation de ce métier. Ce qui s'est passé entre 2000 et 2010, et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre 2010 et 2020. Et là, dans les années qui viennent, comment tu vois l'avenir là pour cette partie de la biologie moléculaire? Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ta vision là au carrefour des chemins que ça pourrait entraîner comme implication pour le diagnostic, pour la thérapeutique, pour la santé en général? Comme tu dis, on pourrait en parler pendant des jours parce qu'il y a tellement de perspectives qui sont assez dingues. Alors ça va jamais assez vite, mais on peut entrevoir tellement de choses. On a connu le génome à 10 ou 15 000 euros sur des mois d'analyse et on savait pas quoi faire des données qu'on avait. Et maintenant, on est à 350 euros et on sait comment l'analyser. Les sociétés qui sont sur le marché maintenant, qui font du séquençage au débit, ils prévoient un génome à 100 $. Donc, ça veut dire qu'on va faire du séquençage pour rien quasiment. Par contre, on va avoir des données massives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur des terras de données. Donc, un téra de données, donc tout ça, va falloir l'analyser. Mais on a aussi des moyens d'analyser maintenant qui sont plus puissants. Alors, on va dire, oui, mais il y a le stockage. Mais là aussi, je vais vous raconter une petite histoire. L'ADN va peut-être nous sauver aussi pour le stockage. Il y a une société qui s'appelle Twist Bioscience. Alors, ils font des acides nucléiques à façon pour qui en veut. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Mais ils ont un brevet qui est intéressant, c'est qu'ils stockent de l'information numérique dans l'ADN. Donc l'information numérique, c'est binaire 0-1. L'ADN, on est sur 4 bases et en plus, elles sont 2 à 2. Donc les possibilités sont multiples. Et là aussi, on a peut-être un moyen dans le futur de faire quelque chose. C'est qu'au lieu de stocker dans des data centers qui dépensent beaucoup d'énergie et qui sont énormes, ils ont des technologies, eux, où ils peuvent stocker l'information numérique dans de l'ADN. Alors imaginez-vous, dans quelques temps, on va louer un film ou avoir envie de visionner un film et ce film sera stocké dans de l'ADN. Il faudra juste le déstocker pour pouvoir le lire et donc le séquencer. Alors actuellement, Ouais. c'est pas le cas parce que le séquençage, ça demande du travail, mais ça va tellement vite qu'on n'est pas si loin. Et ça veut dire qu'on va résoudre plein de problèmes. On va sûrement en avoir plein d'autres. Et donc l'avenir de la biologie moléculaire, elle est complètement dingue. Moi, ce que je vois au niveau
pour rester sur de la pathologie, c'est que de plus en plus, en fait, on ne va pas traiter une maladie, on va traiter un patient, on va traiter un individu. Suivant les individus, on n'aura pas les mêmes diagnostics, pas les mêmes traitements. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, où chaque maladie est différente, mais au sein de chaque maladie, on a des vraies variances. Et on sait qu'un traitement A pour la même pathologie va pas marcher pareil sur un même patient qui a aussi cette pathologie. On va avoir des traitements beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus ciblés grâce à la biologie moléculaire, mais pas que, hein, parce que tout avance aussi à côté, hein, protéomique, culture cellulaire, les modèles. Il y a énormément de choses qui avancent en recherche. Et vraiment, le cœur de ça, le cœur de tout ça, il y a évidemment les trois grands processus de recherche, hein. La recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche préclinique, ça c'est indispensable. Mais je pense que le cœur de ça, c'est l'innovation. Si on ne prend pas des risques, qu'on n'essaye pas des choses qu'on pense, même si on se dit qu'il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. Et ça, c'est vraiment important. Alors évidemment, il faut des moyens, il faut du courage, il faut du temps. Il faut que ce soit des partages de métiers. Et je pense que c'est pour ça que un ensemble de gens qui font des métiers différents, et tous les métiers, on a besoin de tous les métiers, faire de la production, faire de l'administratif, faire de la finance, enfin, il y a tout rentre en jeu, et qui discutent autour d'une table pour savoir décider où on va, comment on y va. Ça, c'est vraiment un plus. Donc, je pense qu'avec tout ça, et comme de plus en plus ces métiers se rapprochent, la biologie moléculaire va être un des outils qui va permettre de faire avancer les choses pour qu'on ait une médecine qui soit beaucoup plus personnalisée, avec des outils diagnostiques qui, basés sur des techniques de haut débit, alors il y aura sûrement le séquençage, je pense que le séquençage va être l'une des technologies de l'avenir, mais il y aura sûrement d'autres choses de très haut débit, va permettre de répondre à des questions auxquelles on n'a jamais pu répondre ou d'y répondre plus vite. Voilà une belle conclusion inspirante. Merci beaucoup pour cet instant partagé, c'était très intéressant et du coup je te dis à très bientôt. À bientôt Norbert, merci beaucoup.